BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg. Bonjour à tous et welcome on board. Et oui, cette semaine, nous allons parler de onboarding. Et pour cette première partie d'émission, j'accueille deux femmes, Christelle Defoucault et Alexia de Bernardi, cofondatrices de LaWeBox, suivie de la Minute Geek avec Quentin Surtel qui va nous expliquer comment la gamification et les émotions sont importantes dans le onboarding. Et pour la start-up du jour, j'accueille deux Alexandre. Alexandre Stourbe, directeur général du LabRH, et Alexandre Grenier, fondateur de Workello. Et bien sûr, nous finirons par la vision de l'expert avec Arnaud Mitre qui va nous expliquer sa vision sur le onboarding dans la vision de l'expert. Mais tout de suite, elles sont dans la tech, elles sont dans les RH et elles sont avec nous pour le Grand Talk. BFM Business, Tech RH, le Grand Talk. Je suis très bien entourée aujourd'hui pour parler de onboarding. Je suis accompagnée de Christelle Defoucault et Alexia de Bernardi, cofondatrices de LaWeBox. Bonjour mesdames. Bonjour Alexia. Bonjour et merci infiniment de venir sur le plateau de Tech RH. Alors Alexia, aujourd'hui vous allez un petit peu nous expliquer ce que vous avez créé, mais avant j'aimerais savoir où en sont les entreprises en France sur le sujet de onboarding. Alors, ce qui est compliqué pour les managers qui recrutent, c'est qu'en fait, ils recrutent finalement très peu dans l'année. Quand on sait qu'un manager, en moyenne, a une équipe de 4-5 personnes, il recrute très peu. Donc, je connais très peu de managers qui sont partis 2 jours en séminaire d'onboarding. Ça n'existe pas. Donc, du coup, ils font du mieux qu'ils peuvent et ils sont pleins de bonne volonté, mais il manque vraiment d'outils très concrets pour que ça se passe bien. Parce qu'un salarié qui a un mauvais onboarding, on sait qu'il a très forte chance de quitter son poste très rapidement. Oui, il paraît que c'est d'ailleurs la première année, dès les premiers mois, que la plupart des collaborateurs quittent l'entreprise, peut-être parce qu'il y avait un mauvais onboarding. Christelle Defoucault, d'après vous, qu'est-ce qui crée cet échec dans les entreprises au niveau du onboarding ? Est-ce que c'est un problème entre les attentes des candidats et ce que proposent les entreprises ? Alors certainement, il y a... Peut-être certaines entreprises ont peut-être trop vendu un poste et quand le candidat arrive, il n'est pas au rendez-vous. Mais disons que les candidats expriment 3 raisons. Je dirais que la première raison, ça concerne l'attente. Ils arrivent et on peut leur demander d'être opérationnels immédiatement. C'est notamment le cas de candidats seniors. On se dit, c'est un senior, il a une super expérience, demain il doit faire le job. Et c'est aussi très vrai pour les candidats qui viennent du même métier, du même secteur. On attend qu'ils puissent démarrer tout de suite. Alors qu'on sait tous qu'il faut une période d'incompétence. Il faut accepter l'incompétence de l'autre. Parce que quand on arrive dans une entreprise, on ne connaît pas le langage, on ne connaît pas les codes, on ne connaît pas les collègues, on ne connaît pas les toilettes, la cuisine. Exact. Et voilà, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le fait de ne pas être accueilli. On arrive, on n'a pas de bureau, on n'a pas de téléphone, voilà, personne ne nous attend. On nous dit, installe-toi là, quelqu'un va venir te voir, etc. Et c'est horrible de ne pas être attendu. Et je dirais que la troisième raison, elle est plus liée à une ambiance générale. Quand on arrive dans une équipe qui n'est pas préparée, qui ne nous accueille pas, qui n'est pas au courant et qui a déjà sa petite vie à elle avec ses petits codes, elle nous met de côté. Et c'est vrai à la cantine, c'est vrai lors du café, et ça peut être vrai aussi en extra-professionnel. Et les gens s'organisent des choses entre eux et ne font pas participer le nouveau. Alexia, est-ce que c'est ce que vous entendez souvent de la part de vos clients qui font appel à vous, à LaWeBox ? Oui, alors peut-être juste un mot sur LaWeBox. En fait, nous sommes une plateforme digitale qui anime les communautés de managers dans leur quotidien pour pouvoir les faire échanger et expérimenter des bonnes pratiques. Alors, parfois, on les fait échanger effectivement 2 mois sur l'onboarding, mais parfois, sur des parcours d'1 mois, on va en fait distiller, saupoudrer ces bonnes pratiques, puisqu'on vient de voir que c'est pas finalement un sprint où tout d'un coup, on va recruter une masse de collaborateurs. Du coup, ce que l'on recueille dans l'application, nous, on push des sujets de discussion pour communauté, et ce qu'on le recueille, c'est les managers partagent leurs doutes, leurs victoires, leurs propres bonnes pratiques, et il y a une espèce d'auto-enrichissement des pratiques grâce à cette plateforme. Et ce que l'on constate, c'est que déjà, souvent, les managers ont par ailleurs un métier opérationnel et c'est finalement le management et la couche en plus. Et donc, ils ont beaucoup de mal à se dire, il faut que je consacre effectivement du temps à cette personne qui vient d'arriver. Encore une fois, ils sont pleins de bonne volonté,
Et le mot accueil est vraiment ce que moi aussi j'avais envie de dire, mais ils sont démunis sur concrètement, je fais comment? J'ai mon agenda, je fais comment pour accueillir? Et c'est là où les outils digitaux, toute la viralité dans l'application vont permettre d'aller chercher ces pépites qui sont des micro-actions dans le quotidien. Que se passe-t-il la première journée? Que se passe-t-il la première réunion? Que se passe-t-il avec l'équipe à midi? La logistique, etc. Et c'est là où on a du coup toute une palette d'actions concrètes. Alors pour bien comprendre ce que vous faites dans la WeBox, c'est quoi? C'est un outil, c'est un site internet, une application mobile? Comment ça se passe concrètement? Alors c'est une application mobile de montée en compétence des managers. Simplement, au lieu d'être tout seul à la façon du petit bambou pour apprendre la relaxation, ils sont en communauté de collègues managers. Et donc, nous allons lancer un sujet de discussion. Comment fais-tu pour accueillir un nouveau alors que tu es en full télétravail? Comment ça se passe au bout d'un mois avec ton nouveau collaborateur? Et la viralité et tous les outils digitaux de l'application permettent à chacun de s'exprimer et donnent envie surtout de s'exprimer. Et derrière, on a des algorithmes d'analyse sémantique, donc de l'intelligence artificielle, qui décortiquent toutes ces discussions pour en retirer la substantifique moelle, c'est-à-dire les conseils opérationnels que vraiment tout le monde devrait connaître et qui viennent du terrain. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est que le onboarding très concrètement, qui est tout simplement le processus d'intégration d'un nouveau collaborateur, oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une recette toute faite qu'on peut donner au RH en disant voilà, il y a ces étapes-là, on ne peut pas les changer, elles sont primordiales. Est-ce que vous avez cette recette ou est-ce que chaque entreprise doit faire la sienne? Comment ça se passe? En fait, au risque de vous décevoir, Alexia, il y a des grands principes qui sont souvent quand même assez bien mis en œuvre, qui sont de fournir l'information, les codes Wi-Fi, les contacts clés, etc. Là où c'est moins standardisé, c'est plus du côté du manager, parce qu'on a tous sa personnalité. Il y a des managers qui sont fun, d'autres introvertis, d'autres qui ont la culture de l'audace, au contraire des analytiques, des chercheurs. Et c'est pour ça que la force de partager en communauté de pairs dans une même entreprise permet finalement d'aller piocher. Ah ben moi, je vais essayer ça. Tiens, mon collègue, il a fait au bout d'un mois un rapport d'étonnement qui permet aux nouveaux collaborateurs de dire qu'est-ce qui m'a étonné ce mois-ci dans cette entreprise. Je me sens bien de faire ça. Par contre, mon autre collègue qui a fait un pot, un after-work hyper festif, moi, c'est pas trop mon truc. Donc, il n'y a pas de magic sauce. Par contre, il y a des clés. C'est de préparer l'onboarding avant son arrivée. Expliquer à l'équipe qui va arriver, fournir quelques éléments sur même la personne. Le jour J, avoir le sens de l'accueil, mais à tous les sens du terme. L'accueil physiquement, le poste, la relation, la logistique, se renseigner quand même comment est-ce qu'il vient au bureau, etc. Mais il y a le mois qui est très important après son accueil, où là, il faut continuer à onboarder et continuer finalement ce process sur un temps assez long. Mais après, les recettes sont vraiment libre à chacun de trouver sa propre recette qui marche. Christelle Defoucault, vous pensez d'après vous que le candidat, il estime être onboardé à quel moment? À partir du moment où il reçoit le mail ou l'appel pour dire ça y est, vous êtes embauché? À partir du moment où il rentre dans l'entreprise le premier jour, c'est quand exactement? Je dirais que ça se passe avant. Quand on a reçu le oui, quand on nous dit ça y est, on vous recrute, je pense que ça démarre là. Et d'ailleurs, il faut que les entreprises fassent un petit peu attention parce que parfois elles laissent dans la nature les candidats et les bons candidats sont aussi volatiles et peuvent avoir d'autres propositions ailleurs. Donc je dirais que c'est à ce moment-là. Lui dire vous allez venir à telle date, on sera là. Peut-être même avoir des rendez-vous avec lui avant, ça peut se faire. Oui, pour préparer à la culture de l'entreprise. Il y a une réunion d'équipe, parfois on peut faire venir quelqu'un en tant qu'invité, même avant son intégration. Donc ça se passe très avant. Et puis ce qui est important, c'est vraiment le premier jour, les premiers instants. Je dirais qu'il faut accueillir un collaborateur comme on aurait aimé être accueilli soi-même. Et il ne faut pas oublier que si maintenant on est à l'aise dans l'entreprise, il y a eu un moment où on était très mal à l'aise parce que c'est normal, c'est normal. Personne ne peut être opérationnel le premier jour, même les génies, même les personnes très puissantes, personne n'est opérationnel le premier jour. Alors Alexia de Bernardi, on est en train de parler des candidats qui arrivent, des nouveaux entrants dans l'entreprise, mais ça ne concerne pas que les nouveaux entrants, puisqu'il y a aussi les personnes qui sont parties en congé maternité, les personnes qui sont parties sur du très long terme, congé maladie, etc., une année sabbatique, et qui reviennent au travail, eux aussi, en leur onboarding, qu'on appelle crossboarding d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui, et c'est vrai que souvent, cette phase est un petit peu délaissée parce qu'on se dit que cette personne connaît déjà les codes de l'entreprise, l'organisation, et c'est là, en fait, tout le rôle
du manager, c'est d'être animateur de son équipe. Il a son Tipeee, sa tribu, et finalement chaque moment de vie, mais qui peut être aussi à d'autres moments de vie, si quelqu'un connaît un décès, une maladie ou quoi que ce soit. Donc il y a tous les moments de vie clés du collaborateur qui sont importants à animer, et c'est là notamment où il faut mettre de la chaleur humaine. C'est vrai que quand on est nouveau, on revient d'un congé maternité, les personnes ont changé, et ne serait-ce de savoir quels sont les sujets de discussion qu'on peut aborder extra-professionnels pour mettre à l'aise et connaître un petit peu plus les centres d'intérêt. Enfin, il y a parfois c'est des petites touches pour recréer du lien et revivre ces petites choses qui font le sel de la vie. Alors justement, moi j'aime bien finir par une note positive. Est-ce que, à l'inverse de toutes ces entreprises qui oublient et qui négligent un petit peu le onboarding, est-ce que par exemple, Christelle, vous avez des exemples de candidats qui ont adoré leur onboarding et qui ont une très très belle expérience? Alors les exemples sont multiples parce que je crois que les entreprises qui sont soucieuses de leur marque employeur ont bien conscience que c'est important de bien accueillir les candidats, et puis même d'un point de vue financier, parce qu'un candidat qui part pendant sa période d'essai, c'est terrible d'un point de vue financier pour une entreprise. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'exemples et on les voit sur les réseaux sociaux. Ça va être un nouveau collaborateur qui prend une photo avec son badge de parking, son poste de travail, un petit mot de bienvenue de la part de ses collègues. On les voit tous ces petits gestes et on ne prend pas tous les gestes de la même manière en fonction de qui on est. Quelqu'un va être sensible parce que il va manger avec toute une équipe, un autre va être sensible parce que dès qu'il arrive, il a son poste de travail, il sait où il en est, il peut démarrer. Et voilà, tous ces petits gestes. Et souvent, pour peu qu'on ait choisi quelqu'un qui a un profil d'ambassadeur, il va le communiquer sur les réseaux sociaux. Et donc c'est ça qui est important. C'est intéressant pour lui et c'est hyper intéressant pour les managers, pour l'entreprise, pour la marque employeur. Alexia, le mot de la fin, est-ce que vous avez une petite anecdote rapidement pour nous raconter? Alors moi, il y a une pratique que j'ai bien aimée qui a été citée par un de nos managers utilisateurs de la WeBox. C'est finalement, ce qui est très dur pour un nouvel arrivant, c'est de savoir comment on va interagir, comment je vais être informé, est-ce que je peux utiliser tel ou tel outil, et si j'ai un problème, vers qui me tourner. Et donc certains managers mettent en place un contrat relationnel. Alors ça peut faire pompeux, mais c'est juste de dire si le canal principal de communication c'est le mail, si il y a une urgence c'est le SMS, si tu veux partager un moment sympa c'est le WhatsApp. Mais ne serait-ce que de savoir ça, c'est déjà vraiment primordial. Voilà, merci beaucoup mesdames pour venir sur nos plateaux Tech RH pour parler d'onboarding. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Quentin Surtel. BFM Business, Tech RH, la Minute Geek. Alors, il paraît que les émotions sont très importantes dans le onboarding, avec ou pas la gamification. Bonjour Quentin Surtel et bienvenue. Exactement, bienvenue à moi. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui se passe au niveau du onboarding et des émotions? Raconte-nous tout. Alors, les émotions, elles sont vecteurs d'information, vectrices plutôt d'information. Est-ce que vous aimez le football? Oui, surtout les grands matchs. Les grands matchs. Ouais, ouais. Alors ça va être facile de se souvenir, la Coupe du Monde 98, la finale. Absolument. On était jeunes, j'imagine. Peut-être moins pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Très jeune. Mais on était jeunes. Et donc, on s'en souvient pourquoi, même si on n'aimait pas le foot, on s'en souvient parce qu'il y a eu une émotion collective. Et dès lors qu'il y a une émotion, il y a une rétention, au verbe retenir, de l'information. On va retenir une information quand il y a eu une émotion. Et l'émotion, la façon la plus facile de la convoquer, c'est par la façon la plus naturelle d'apprendre, c'est le jeu. Le jeu, c'est la façon universelle et naturelle d'apprendre chez tous les mammifères, et l'homme et la femme n'y fait pas d'exception. Les petits lions apprennent en jouant. Donc, on va jouer, et donc je vais vous parler de la gamification pour l'onboarding, puisque dans l'onboarding, on a envie de faire passer des messages comme les valeurs de l'entreprise, son historique, son organigramme éventuellement, où se trouve, on l'a dit tout à l'heure, la machine à café, les toilettes, des choses comme ça. C'est important. C'est très important, ouais. Bah oui, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas forcément attendu quand on arrive. Eh bien, la gamification, et ça, beaucoup d'entreprises l'ont comprise, comme les entreprises type Urban Gaming, Origamix, My Learning, My Serious Game, etc., Learning 360, j'en passe et des meilleurs, ont compris que la gamification était au service de l'onboarding. Donc, ils ont récupéré des codes des escape games, par exemple, pour pouvoir faire passer des messages, donc de la ludification, des messages très corporate au travers du jeu. Et quoi de mieux que la porte d'entrée de l'entreprise, c'est-à-dire l'onboarding, son premier jour, son premier mois.
Et là où ces entreprises sont assez fortes et assez innovantes, c'est que elles font appel à la gamification collective, en groupe. C'est-à-dire qu'on va potentiellement attendre d'avoir 5, 6, 10, 20, selon la taille de l'entreprise, nouveaux collaborateurs pour pouvoir les faire jouer en groupe. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au final, est-ce qu'on doit attendre les nouveaux collaborateurs ou est-ce que ce sont des collaborateurs anciens qui viennent accueillir les nouveaux? Comment ça se passe concrètement? Alors, ça peut être tout. C'est-à-dire qu'on l'a cité tout à l'heure, le cross-boarding ou même le re-onboarding, si ça fait 2 ans, 3 ans, mais on n'a pas eu de vrai parcours d'intégration digne de ce nom, on peut refaire un onboarding. Ou bien on attend qu'il y ait potentiellement 10, 15 personnes de plus pour pouvoir faire un onboarding tous ensemble. Alors, évidemment, il vaut mieux que l'onboarding intervienne dans les premières semaines, voire le premier mois. Parce dans que les premiers sinon, jours aussi. Ce serait idéal. Ce serait idéal, mais il faut aussi peut-être le laisser arriver tranquillement et puis ensuite faire ce parcours-là. Très bien, écoutez, en tout cas, ça donne envie de faire donc, de la gamification pour le onboarding. On va voir un petit peu ce que les entreprises... Une mini anecdote de quelques secondes. Zappos fait de l'offboarding et offre $4 000 à ceux qui partent, puisqu'ils se contentent de garder les plus motivés, ceux qui ne sont pas là pour l'argent. Et on parlera de l'offboarding dans une prochaine émission en France. Ah oui, alors là, on finit par quelque chose de grandiose. Merci beaucoup, Quentin Surtel. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour. BFM Business, Tech RH, la start-up du jour. Et pour la start-up du jour, j'accueille aujourd'hui Alexandre Grenier, fondateur de Workello, qui vient accompagné d'Alexandre Stourbe, directeur du Lab RH. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Tech RH. Alors Alexandre Stourbe, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Lab RH, quelques mots pour expliquer ce que c'est. Alors, en quelques mots, le Lab RH est une association loi 1901 qui a pour objectif de promouvoir l'innovation RH en France. Et on fédère pour cela un écosystème avec plus de 280 startups, dont Workello, mais aussi 80 grandes entreprises qui sont membres de l'association et qui s'interrogent sur le futur du travail. Et puis on retrouve à côté des éditeurs de logiciels, des laboratoires de recherche, des écoles, des universités, bref, tous les acteurs qui s'interrogent sur, encore une fois, le futur du travail. Donc Alexandre Grenier, vous êtes fondateur de Workello. Qu'est-ce que vous proposez comme solution exactement dans l'univers du onboarding? En effet, donc Workello, nous sommes une solution qui permet de digitaliser le processus d'intégration dans l'entreprise. En fait, on va travailler sur tous les moments clés du collaborateur dans l'entreprise. Donc le onboarding fait partie justement de ces moments clés sur lesquels il est important pour l'entreprise de travailler. Et donc nous, on va permettre de créer en fait un parcours et de guider chacun des acteurs sur ce parcours pour vraiment que ce soit un moment engageant pour le collaborateur et que le succès soit au rendez-vous. Alors, est-ce que la crise sanitaire a accentué ce besoin de onboarder les collaborateurs ou est-ce que justement la crise sanitaire a tellement bousculé les habitudes que les DRH se sont plus trop occupés du onboarding? Comment ça s'est passé en 2020, début 2021? Alors pour nous, la crise sanitaire était plutôt un accélérateur et on le voit aussi sur la partie onboarding, ça a été plutôt un révélateur de la réalité du marché puisque en fait le onboarding jusqu'à maintenant était principalement, on va dire, manuel, principalement basé sur l'humain et donc le travail à distance a permis justement d'accélérer la mise en place de processus en interne pour faire en sorte que même à distance on puisse gérer l'intégration. Alors justement, comment on fait du onboarding en télétravail? C'est quand même particulier comme en processus. Effet, le mix présentiel et distanciel, en fait tout simplement on se base à la fois sur des outils digitaux mais aussi beaucoup sur de la rencontre. Donc nous c'est ce qu'on pousse en tout cas à travers Workello, c'est de faire en sorte... La visioconférence ou... Voilà, c'est des visioconférences, c'est aussi des rencontres qu'on peut faire aussi de manière aussi informelle lorsqu'on est présent au bureau avec le collaborateur et puis c'est surtout aussi des formats digitaux où on va pousser du contenu, on va pousser des actions à réaliser, on va pousser pas mal de choses qui vont guider le collaborateur chez lui en télétravail pour justement faire en sorte qu'il soit intégré dans l'entreprise. Alors Alexandre Stourbe, vous voyez de plus en plus d'entreprises, de startups qui se développent autour de ces sujets justement d'onboarding, offboarding ou crossboarding? Alors l'onboarding existe d'avant la crise sanitaire. Bien évidemment, comme l'a dit Alexandre, ça a été un accélérateur de manière générale pour la fonction RH, cette crise sanitaire, dans cette logique de transformation de la fonction. Et sur le sujet de l'onboarding, tout le monde s'est posé la question de comment j'onboard à distance des personnes. Et après, on se rend compte aussi d'une chose maintenant dans le monde du travail, c'est que c'est bien beau de recruter la personne en tant que telle, mais un recrutement est réellement réussi quand son onboarding est réussi. Donc en effet, on voit de plus en plus de startups qui se lancent dans l'onboarding. Et puis je rajouterai une chose, c'est qu'on ne peut pas décorréler l'onboarding de l'offboarding et donc du départ du salarié de l'entreprise. Et ça, les startups l'ont bien compris. Alors justement, d'après vous, qu'est-ce qui fait la différence entre les entreprises qui mettent l'accent sur ces sujets de on- et offboarding et celles qui ne le font pas? Quel est le résultat? Quelles sont les conséquences? Et oui, alors les conséquences sont nombreuses. Nous, on en note 3 principalement. Première conséquence, c'est travailler sur l'onboarding. Ça permet en fait
de passer moins de temps sur des tâches chronophages. Donc par exemple, il y a beaucoup d'allers-retours qui peuvent se faire par mail, etc. Avoir un process qui soit bien régulé pour suivre toutes les étapes, ça permet de gagner du temps en interne pour l'entreprise. Le deuxième élément, c'est la partie fidélisation, comme le disait Alexandre. En fait, un collaborateur qui est bien intégré dans l'entreprise, on a des statistiques qui montrent qu'à plus de 3 ans, il y a 58% de personnes qui restent plus dans l'entreprise. Donc ça montre que travailler sur l'intégration, ça permet justement de fidéliser le collaborateur sur la durée, puisqu'on va faire en sorte que le collaborateur soit aligné avec les valeurs de l'entreprise, avec tout ce qu'on peut lui proposer, en tout cas dans son environnement de travail. Et donc les entreprises aujourd'hui qui travaillent sur ces sujets-là permettent de réduire aussi le turnover employé, puisque travailler sur ces sujets d'intégration, ça permet de faire en sorte d'assurer que justement il y a une bonne coordination entre le job proposé et le collaborateur. Et ça coûte cher aussi aux entreprises. C'est aux alentours de 7 000 €, on estime la perte d'un collaborateur qui n'a pas été bien onboardé. Exactement. Le coût du recrutement, plus le coût de la formation au démarrage, etc. Un collaborateur qui part au bout de quelques semaines, c'est facilement des montants assez importants et on est en moyenne sur 7 000 € le coût, en effet. Alors, qu'est-ce qui se passe si un collaborateur rentre dans l'entreprise et son manager, son N+1, est révolté contre l'entreprise, n'est pas vraiment très accueillant? Comment est-ce que le RH, lui, peut anticiper ce genre de comportement quand on est dans une grande entreprise avec 5, 10, 15, 20 000 salariés? Alors, il est important tout au long du processus d'intégration de faire en sorte de sonder le collaborateur sur qu'est-ce qu'il ressent à différents moments de son intégration. D'accord. Moi, le conseil que je pourrais donner aux entreprises, c'est justement de faire en sorte de sonder le collaborateur tout au long de son parcours d'intégration, pour faire en sorte de voir si potentiellement il y a des personnes qui sont perdues ou n'adhèrent pas forcément à ce qu'on leur a proposé sur le parcours d'intégration. Donc là, c'est ça que nous on pousse, qui est très important, c'est justement de faire en sorte de travailler sur sonder le collaborateur tout au long de son parcours. Donc nous, on le fait en général quelques jours avant son arrivée pour voir un petit peu la motivation du collaborateur quand il arrive dans l'entreprise, le premier jour, la première semaine, le premier mois et au bout de quelques semaines après encore. Et ça permet en fait de s'assurer que le collaborateur il est bien motivé et il a bien suivi tout son parcours. Alexandre Stowe, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous conseillerez aux RH qui nous regardent et qui n'ont pas encore choisi une solution de ce type, onboarding, offboarding, crossboarding? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il faut s'intéresser bien évidemment à l'onboarding pour toutes les raisons qu'on a évoquées à l'instant. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est la fidélisation des salariés qui prime dans l'entreprise. Et donc ça passe par l'onboarding. Et puis je vais terminer là-dessus et je vais volontairement aller sur le sujet de l'offboarding parce que c'est un sujet aussi important. Je le mets en avant, Alexandre. Ouais. J'ai un DRH un jour qui m'a dit maintenant je ne dépense plus d'argent sur le recrutement, je dépense de l'argent sur la sortie des collaborateurs de mon entreprise. Parce qu'il y a l'effet boomerang. Je sais que ces collaborateurs vont un jour potentiellement revenir dans mon entreprise. Et là, on s'adresse en fait à des logiques de marque employeur, donc de réputation de l'entreprise sur le marché. Et d'ailleurs, faites la promotion pour une future émission Tech RH spéciale sur le offboarding. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus sur le plateau de Tech RH. Et je vous dis à tout de suite pour la vision de l'expert avec Arnaud Mitre, cofondateur de Corp Academy. BFM Business partenaire. BFM Business, Tech RH, la vision de l'expert. Et bonjour Arnaud. Bonjour Alexia. Alors on va parler de onboarding aujourd'hui. Absolument. Et d'ailleurs j'ai une petite question pour vous Alexia. Comme vous êtes arrivée il n'y a pas très longtemps sur BFM Business, est-ce que vous avez pensé que vous avez eu un bon onboarding? J'ai la chance d'avoir une super productrice, Julie Cohen, que je salue d'ailleurs. Et oui, elle a été superbe avec moi en tout cas. Donc très bon onboarding. Eh bien vous avez de la chance. Car beaucoup de salariés qui ont intégré leur nouvelle entreprise pendant la période chaotique que nous venons de vivre ont trouvé ça plutôt difficile. Le 100% digital pour se faire une place dans un nouvel environnement, ça a ses limites. D'autant que les premières impressions, comme vous l'avez dit d'ailleurs pendant l'émission, sur sa nouvelle boîte, même en temps normal, jouent un rôle déterminant pour la suite. Savez-vous, Alexia, que d'après une étude de 2018, un salarié sur 5 quitte son entreprise dans les 3 premiers mois et 4% s'en vont même le premier jour. Je ne m'attendais pas autant. Okay. Alors, les premiers jours sont donc clés. Alors, comment faire bonne impression quand on est une entreprise et qu'on accueille, un nouveau collaborateur? Eh bien, sans doute, pour commencer, en prenant conscience qu'il faut un processus d'onboarding. Et ne riez pas, une étude de Mercury Urval montre que 2/3 des entreprises n'en ont pas, ou plutôt, je devrais dire, n'en avaient pas. Car la bonne nouvelle, c'est que la crise sanitaire a contraint les entreprises à se pencher sur le sujet. Comment faire pour accueillir quelqu'un en plein confinement, et donc à accélérer la digitalisation du processus d'intégration. Et la mauvaise nouvelle, en revanche, c'est que cela s'est parfois résumé à rencontres avec ses collègues via Zoom, Teams, Meet, e-apéro sur Zoom, Teams, Meet, et plénière hebdomadaire sur Zoom, Teams, Meet. C'est d'ailleurs assez difficile à dire, entre parenthèses. Pas facile dans ces conditions de développer son appartenance à un groupe. Alors comment on fait? C'est quoi la bonne formule? Eh bien,
comme dans beaucoup de domaines, la bonne réponse est sans doute dans l'hybridation, c'est-à-dire savant dosage entre du digital et du physique. Et avec le retour progressif au bureau, beaucoup de choses redeviennent possibles. Dans notre entreprise, par exemple, nous venons de lancer un jeu de plateau destiné aux nouveaux, où chaque semaine, ils doivent mêler donc découverte de leur métier, mais aussi découverte de la culture d'entreprise, afin d'avancer dans leur quête pour devenir un vrai corpeur, c'est le petit nom qu'ils se sont donnés. D'accord, ok, sympa. Mais certains domaines se prêtent particulièrement bien au digital, comme la formation des nouveaux arrivants. Bien entendu, il ne s'agit pas de remplacer la transmission de savoir directement par les pairs, mais la digitalisation des formations métiers ou encore sur les produits et services présente l'avantage de structurer les discours et ainsi d'éviter l'omission involontaire de certains éléments qui peuvent paraître trop évidents aux collaborateurs les plus expérimentés. Autre bénéfice induit, ces formations digitales peuvent également remettre à niveau des collaborateurs plus anciens dans l'entreprise et qui n'osent plus ou ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas tout. Ça, c'est vrai. Ça, ils n'oseraient plus, oui. Alors, pour finir, je dirais qu'il faut bien distinguer les apports en connaissances sur le métier, tâche qui peut être donnée à un collaborateur qu'on appellera par exemple coach du nouvel arrivant, et la transmission de la culture d'entreprise de tous les éléments informels. Chez Corp Academy, par exemple, on utilise un autre terme, on confie cette tâche à un mentor ou buddy. Un buddy, c'est sympa ça. Parrain en anglais. C'est sympa, buddy. Car il ne faut pas oublier que le Graal d'un onboarding réussi n'est pas que le nouvel arrivant développe un sentiment d'appartenance, mais bien de la fierté d'appartenance, et la nuance a son importance. Waouh, ok, très bien. Un dernier conseil pratico-pratique? Non, c'était celui-là. C'était celui-là, d'accord. C'est très bien, ça nous suffit largement. En tout cas, merci Arnaud Mitre, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même très très important. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech RH. BFM Business, Tech RH.